Good. C'est parti. Est-ce que vous voyez mes magnifiques slides vis-à-vis desquels j'ai passé toute la nuit pour y mettre un design fin, élégant, travaillé? Est-ce que vous voyez toutes les subtilités derrière chaque élément de ce design ou c'est trop complexe pour votre sensibilité? Dites-moi. Dites-moi si vous arrivez à rester centré, rester concentré, même derrière toute cette beauté. Ouais, concentré. Ok. Ah, trop bien. Je vois que ça vous touche, ça ouvre votre cœur en design comme ça. Je sais. Souvent, mon audience est très sensible à la beauté. C'est pour ça que je mets autant de valeur là-dessus. Euh, good. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui et que vous avez apprécié la journée d'hier. Euh, on a déjà commencé ça. Ok, aujourd'hui, on va se concentrer sur plusieurs points. Par contre, il y a un truc qui est trop cool avec ces slides pourris. C'est que ces slides pourris, j'ai la capacité de les modifier en un clic sans même que vous le voyez. Donc là, on avait un slide qui était trop, trop grand, et là, immédiatement, on passe sur un slide qui est présentable. J'adore cette manière simple de faire des slides. Bref, aujourd'hui, on va se concentrer sur une méthode en 5 étapes pour attirer des clients sans effort, les transformer en profondeur et être magnifiquement payé pour faire ce que vous aimez le plus. Euh, comment accompagner vos clients sur les blocages les plus profonds. Euh, Ces mêmes blocages que la majorité des écoles de coaching vous disent de ne pas toucher car cela appartient au champ de la thérapie. Comment multiplier par 10 la probabilité que vos clients atteignent leur objectif à travers une perspective extrêmement simple, mais que 99% des clients ignorent. Et la stratégie que j'utilise pour faire 300 000 euros par an juste avec mes coachings individuels, sans avoir de page de vente, sans en parler sur les réseaux, et sans réel marketing autour. Juste avec des gens qui me contactent, que je rencontre et qui me recommandent. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? D'ailleurs, un truc important, hier, on a commencé à être. Je me suis dit, on n'a jamais eu aussi peu de caméras allumées. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Je ne sais pas pourquoi vous vous cachez comme ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Je veux plus de caméras ouvertes aujourd'hui. Ok, parfait. Euh, alors, on va commencer par voir justement les 5 étapes pour développer une activité de coaching qui vous inspire sans avoir à faire du marketing qui ne vous convient pas. Et il y a une idée que j'adore de Tony Robbins qui est l'idée que le business, c'est 80% de psychologie et 20% de stratégie. Euh, Ce qui veut dire que dans ces 5 étapes, une seule est stratégique et les 4 autres viennent agir sur votre psychologie, puisque votre capacité à vous autoriser, à vous donner la permission de développer votre activité de la manière qui vous inspire, dépend de à quel point vous êtes à l'aise avec les différentes parts de vous. Au plus est-ce que vous vous sentez illégitime, au plus est-ce que vous avez honte de vous, au moins est-ce que vous vous aimez, au moins est-ce que vous vous sentez puissant dans votre rôle, au moins est-ce que vous pensez que les gens ont de la chance de travailler avec vous, au plus est-ce que vous allez ajouter des couches et des couches de stratégies, de tactiques pour compenser le manque de confiance que vous avez. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans ces 5 étapes qu'on va voir aujourd'hui, les 4 premières seront autour de votre psychologie, avec certains rappels par rapport à hier, puisque tant qu'on n'adresse pas ça, vous complexifierez les choses pour masquer certaines parts de vous, pour masquer le fait que vous manquez de confiance, pour masquer le fait que vous manquiez d'estime, et pour masquer le fait que, au fond, vous ne croyez pas que qui vous êtes suffit. Et l'étape 1, on a commencé à en parler hier, c'est le fait d'identifier vos valeurs les plus hautes. Euh, Puisque j'ai insisté hier sur l'idée que toute structure qui se passe à raison d'être s'autodétruit, et une chose que j'ai pas précisée hier, ou peut-être pas assez, c'est que votre raison d'être, c'est le chemin le plus efficace et le plus efficient pour remplir le plus de vide avec le plus de valeur. Autrement dit, votre raison d'être, c'est le fait de grandir dans vos valeurs les plus hautes. Lorsque votre vie est organisée autour de vos valeurs les plus hautes, et que vous poursuivez des challenges dans vos valeurs les plus hautes, vous êtes dans votre raison d'être. Lorsque votre journée est organisée autour de faire des choses parce que vous pensez que c'est comme ça qu'on doit faire les choses,
que c'est ce que vous devez être, que c'est ce que vous devez faire pour survivre, que c'est comme ça que l'algorithme attend de vous, vous êtes en train de fonctionner dans de vos valeurs basses et vous allez créer naturellement des symptômes pour vous laisser savoir que vous essayez d'être quelqu'un d'autre. Donc, votre raison d'être, c'est le fait de grandir dans vos valeurs les plus hautes et vos valeurs les plus hautes viennent de vos vides les plus grands. Ce qui est important pour vous vient de ce que vous avez perçu comme le plus manquant. Tout ce que vous avez perçu comme le plus manquant dans votre vie devient important pour vous. Et une manière de l'illustrer, c'est peut-être qu'aujourd'hui, votre santé n'est pas si importante que ça pour vous, dans le sens où tout le monde dit que sa santé est importante pour lui, mais la réalité, c'est qu'est-ce que je fais autour de ça? Et j'ai pas de jugement ou de bien ou de mal autour de ça. Mais par exemple, peut-être que vous dites, ah ouais, je sais que je devrais aller marcher, je sais que je devrais manger mieux, je sais que je devrais boire moins de café, je sais que je devrais X, Y, Z, boire plus d'eau, me coucher plus tôt, mais vous ne le faites pas parce que c'est bas dans vos valeurs, il n'y a pas de bien ou mal par rapport à ça. Mais je peux vous garantir une chose, demain on vous annonce que vous avez un cancer, immédiatement votre perception de ce qui semble être le plus manquant devient votre santé et votre valeur la plus haute devient de rétablir votre santé. Et donc, ce que vous percevez comme le plus manquant devient le plus important pour vous. Et il existe un processus plus complexe que celui qu'on va voir aujourd'hui, mais on va commencer avec celui-là, qui va nous donner probablement 80%, 95% de précision sur votre hiérarchie de valeurs. Je vais vous poser plusieurs questions. Je vais vous poser plusieurs questions. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez de quoi noter? Dites-moi si vous avez de quoi noter, si vous êtes prêts. Yes, c'est bon? Good. Euh, Ma première question, et je vais vous inviter à me donner trois réponses. Chaque question que je vais vous donner. Première question. Quelles sont les activités que vous faites spontanément, sans que personne ne vous le rappelle, sans avoir de menace de punition ou de récompense, mais juste, c'est intrinsèque, c'est spontané. Vous êtes naturellement attiré par ces choses-là. C'est quoi ces activités? Par exemple, pour ma part, si je dois répondre à ça, je dirais écrire, penser autour de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, et réfléchir à créer les prochains espaces dans lesquels je vais pouvoir enseigner et transmettre. Par exemple, la semaine dernière, j'étais censé être en vacances, censé. La réalité, c'est que pendant ces vacances, j'ai passé 80% de mes vacances à aller me poser au café et à réfléchir à comment j'allais enseigner dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Quelles sont les trois choses que vous faites spontanément? Trois activités que vous faites spontanément. Question 2. Euh, dans les moments où vous ressentez le plus d'énergie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi les activités dans lesquelles la fatigue disparaît et dans les moments, les activités dans lesquelles que vous soyez en train de travailler, que vous soyez en train d'être fatigué ou pas, au moment où vous rentrez dans cette activité, la sensation de fatigue disparaît. Par exemple, pour ma part, c'est quand j'enseigne. Quand j'enseigne, je coach, quand j'ai un client face à moi, j'oublie toute notion de fatigue. Je manque de sommeil depuis ces 2 jours, puisque ces derniers jours, je lis Jung. Pour ceux qui lisent un peu Jung, vous savez l'importance qu'il met sur les rêves. Du coup, ça fait 2 jours que j'essaie de noter mes rêves, de mettre de la conscience sur mes rêves la nuit. Sauf que, en fait, quand tu notes tes rêves, tu mets de la conscience sur tes rêves, il y a un problème, c'est que tu dors beaucoup moins bien. Parce qu'en fait, il est 2 heures du mat et si tu ouvres les yeux, plutôt que de te rendormir, tu vas partir écrire ton rêve et après, tu te rendors pas. Donc, je vous recommande, mais à moitié, quoi. Donc, c'est quoi les activités où vous pouvez avoir peu dormi, vous pouvez avoir mal mangé, vous pouvez être fatigué physiquement. Si vous rentrez dans cette activité, vous allez ressentir énormément d'énergie. C'est quoi les trois? Les trois. Euh, Troisième question.
C'est quoi les trois postes de dépenses? Et soyez spécifique dans vos réponses, mais c'est quoi vos trois postes de dépenses sur lesquels les autres, c'est-à-dire des gens de votre entourage ou de votre famille, s'ils voyaient le rapport entre vos revenus et ce que vous dépensez dans ces catégories-là, ils vous diraient que vous êtes extravagant, que vous êtes inconscient. C'est ça que ça fait sourire. C'est quoi les endroits où vous dépensez votre argent de manière extravagante pour les autres? Voilà les trois postes de dépenses sur lesquels vous êtes extravagant. Quatrième question. À propos de quoi vous ramenez constamment les conversations avec les autres? Parce que naturellement, vous allez vous endormir dans les conversations qui ne vous intéressent pas et vous allez vous réveiller et vous énergiser dans les conversations qui vous intéressent. Et à propos de quoi est-ce que vous ramenez constamment les conversations avec les autres? Pour ma part, si tu me parles autre chose que de psychologie, de coaching ou de business ou d'argent, tu vas avoir du mal à avoir mon attention. Si tu me parles de ton chien, je peux te, je peux t'écouter pendant 5 secondes pour te faire plaisir, mais au bout de 5 secondes, je risque de m'endormir. Peut-être que certains d'entre vous, au contraire, vous ramenez la conversation sur votre chien, immédiatement vous avez de l'énergie. Peut-être que certains, vous ramenez la conversation sur la nourriture, des bons ingrédients, immédiatement vous avez de l'énergie. C'est quoi les endroits? C'est quoi les conversations sur lesquelles, c'est quoi les trois sujets de conversation sur lesquels vous avez de l'énergie? Cinquième question, c'est quoi les sujets sur lesquels vous aimez apprendre? Et pas que vous vous racontez que vous aimez apprendre, mais sur lequel constamment euh, vous êtes en train d'apprendre. Je sais pas si vous c'est la même chose, mais des fois ma compagne est un peu jalouse. Je dis, je crois que je préfère lire un bon livre que de passer du temps avec toi. Il n'y a rien qui qui m'excite le plus que d'avoir un livre qui me passionne, que j'ai envie de finir dans la journée. Ok. Je vois Atika qui dit j'ai les trois mêmes sujets partout. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Vous avez théoriquement 15 réponses. On est d'accord là-dessus? Fais-moi un signe de la tête si on a 15 réponses. Ok. Maintenant, je vous invite à ordonner les réponses qui reviennent le plus souvent. Et ordonnez-les par ordre de priorité. C'est quoi la réponse la plus haute? Celle qui vous donne le plus d'énergie, sur lequel vous ramenez le plus de conversations. Celle qui vous anime le plus, c'est quoi la deuxième? C'est quoi la troisième? Vous les avez? Dites-moi dans le chat quand vous les avez. Yes? Noéline, faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, est-ce que ça peut être une valeur? Non, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu vas avoir tendance à faire? Qu'est-ce que tu vas avoir tendance à faire dans les moments où tu as envie de le faire? Hum, Par exemple, je te connais pas assez, mais j'imagine que faire ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie de le faire, ben, t'as peut-être jamais envie de faire du tricot. Si tu regardes, tu as envie de faire certaines activités dans ces moments où tu es libre de faire des choses. Ce qui est intéressant, c'est quoi les activités vers lesquelles tu es attiré quand tu as envie de les faire. Passion humaine, le sport, apprendre. Ok, très bien. Mettez-moi dans le chat ce que vous avez.
comme réponse. Ok, good, top, génial. Ok, parfait. Ces trois réponses constituent votre hiérarchie de valeurs. Ok? Donc, naturellement, quand vous faites ces trois choses, si on prend notre euh, graphique d'hier, ok, tac. Si on reprend notre graphique d'hier, quand vous faites ces trois choses que vous venez d'inscrire, vous avez naturellement... Allez, putain, pourquoi ça me fait ça? Quand vous faites ces trois choses, vous avez naturellement de la vitalité, de l'attention, vous restez focus, vous avez une pensée long terme, vous êtes patient et régulé, vous avez un surplus de rétention, vous avez une vision claire, vous êtes créatif, vous avez des capacités et des solutions uniques, vous éveillez le leader en vous. Bref, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu hier, mais naturellement, vous êtes ça. Quand vous organisez votre vie et dans vos journées, vous êtes en train de faire autre chose, naturellement, vous allez créer des symptômes pour vous laisser savoir que vous êtes en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. OK? Maintenant, euh, comme on l'a vu hier, les trois seules choses qui vous empêchent de vous donner la permission de vivre en fonction de vos valeurs, d'organiser votre vie autour de vos valeurs et votre business autour de vos valeurs, c'est le fait d'admirer d'autres personnes et de penser qu'elles ont quelque chose que vous n'avez pas, et du coup de vous subordonner indirectement à ces personnes et commencer à vivre selon leurs valeurs à eux. La deuxième raison, c'est tous les jugements négatifs que vous avez vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de qui vous ne voulez absolument pas ressembler et qui vous coupent d'une partie de vous. Vous êtes alors plus occupé à ne pas ressembler à ces personnes plutôt qu'à être vous. Et troisième raison, c'est les peurs que vous avez qui vous empêchent de vous donner la permission de faire ce que vous avez vraiment à cœur parce que vous avez peur que soit vous ne soyez pas assez intelligent pour réussir à vivre de ce qui compte pour vous, soit que ce que vous avez vraiment envie de faire ne vous apporte pas le succès professionnel que vous pensez que vous méritez, soit que ce que vous avez vraiment envie de faire et ce qui compte vraiment pour vous ne vous permette pas d'en vivre financièrement, et donc vous avez peur au niveau financier, soit que familialement, ça crée des conflits avec les gens que vous aimez, que si vous autorisez à organiser pleinement votre vie autour de ce qui compte le plus pour vous, que vous soyez jugé par vos parents, par vos conjoints, par vos enfants, par vos frères et sœurs, que vous ne soyez pas compris, soit que socialement vous soyez critiqué, rejeté et qu'on ne vous comprenne pas, ou soit que physiquement, ça vous demande trop d'énergie. Ça vous demande trop d'énergie et vous préférez faire quelque chose qui a l'air relativement simple, relativement facile, et vous allez prendre une voie qui semble être plus facile parce que vous avez peur que la voie que vous avez vraiment dans votre cœur, elle vous demande trop d'énergie, trop d'efforts. Vos peurs peuvent, ou dernièrement, elles peuvent aussi se trouver au niveau spirituel. Vous avez la peur que si vous autorisez à faire ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez le faire, avec les prix que vous avez vraiment envie de facturer, que ce soit mal. Au niveau spirituel, vous soyez en train de violer des lois ou des règles spirituelles qui vous ont été inculquées par des leaders spirituels plus ou moins consciemment. Et vos peurs peuvent se trouver dans vos 7 domaines de vie. Spirituel, intellectuel, professionnel, financier, familial, social, physique. Et du coup, vous allez préférer vivre une vie sécurisante, une vie confortable, qui ne le sera pas, qu'elle sera confortable pour l'animal en vous, mais inconfortable pour l'âme. Et vous allez créer des symptômes pour vous ramener sur votre voie à vous. Voyons maintenant, du coup, comment concrètement on se libère de ces interférences qui nous amènent dans une direction qui n'est pas la nôtre et qui nous font passer à côté de notre potentiel. Comment est-ce que, premièrement, se libérer de l'admiration et de la subordination? Je regarde si
J'ai un schéma là-dessus. Euh, ok. Euh, Au moment où j'admire quelqu'un, au moment où je pense que quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, soit parce que je considère qu'il est plus intelligent que moi, qu'il est plus conscient spirituellement que moi, qu'il a plus de succès professionnel que moi, qu'il a plus de ressources financières que moi, qu'il a une meilleure harmonie familiale que moi, qu'il a plus d'amis et d'ouverture sociale que moi, et il a plus de relations influentes que moi, ou qu'il est plus beau ou plus belle, ou que physiquement il a plus de vitalité que moi. Dès lors que je considère que quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, immédiatement, je vais l'admirer, je vais le mettre sur un piédestal et je vais commencer à l'exagérer, mais je ne peux pas exagérer quelqu'un sans me minimiser au même moment. Et je vais alors vouloir m'en rapprocher et je vais commencer à injecter ces valeurs dans ma vie. Ce qui va m'amener à moi-même avoir de la honte et de la culpabilité, à me sentir inférieur, parce que je ne peux pas mettre quelqu'un sur un piédestal sans au même moment me minimiser. Euh, et je vais être prêt à me subordonner et je vais créer un conflit entre ce qui compte vraiment pour moi et ce que je pense que je devrais être selon les standards de cette personne pour lui ressembler, parce que je ne me sens pas assez. Un exemple que je peux vous donner, c'est, imaginons que, un exemple que je peux vous donner, c'est le suivant. Si j'admire une personne, par exemple, qui fait des vidéos sur Internet, et je me dis, waouh, en fait, ces vidéos, c'est incroyable, elles sont, elles sont trop bien. Et moi, en fait, dans mes valeurs, il n'y a pas les vidéos, mais il y a écrire. Ce qu'il y a à faire, c'est que au moment où je vais l'admirer, je vais commencer à me dire que je dois faire des vidéos. Je ne peux pas admirer quelqu'un sans au même moment me demander et me dire que la voie du succès, c'est celle que cette personne emprunte. Et dans ce cas-là, il va y avoir alors deux possibilités. Soit j'arrive à faire des vidéos par la force et par la volonté, et je me dis, je dois y arriver, mais je vais y aller en force, en résistance, et c'est qu'une question de temps avant que j'arrête, puisque c'est pas quelque chose d'intrinsèque. Et comment est-ce que je le repère? Je le repère également avec mon langage. C'est-à-dire que dès lors que j'admire quelqu'un et que j'ai une valeur qui est non intrinsèque, le vocabulaire que je vais utiliser, c'est je dois, il faut, je devrais. Vous ne pouvez pas utiliser ce vocabulaire pour des choses qui sont importantes pour vous. Chaque fois que vous utilisez ces vocabulaires-là, c'est la conséquence que vous êtes en train d'injecter des valeurs qui ne sont pas les vôtres dans votre psychologie. En essayant de faire des vidéos, alors que moi, par exemple, dans mes valeurs, par exemple, ce que j'ai, c'est écrire, ce qui va se passer, c'est que je vais expérimenter des symptômes de désalignement pour me laisser savoir que j'essaie d'être quelqu'un d'autre. Et que je me demande de faire des vidéos alors que mon talent, il est ailleurs. Jusqu'à ce que j'ai le courage de voir et de reconnaître ce que je vois en lui, en moi. Et par exemple, de me rendre compte qu'en fait, si je suis plus spécifique, c'est pas ces vidéos que j'admire, c'est peut-être la fluidité à travers laquelle il s'exprime. Et une fois que j'identifie spécifiquement qu'est-ce que j'admire chez lui, je vais me demander où et quand est-ce que ce que je vois en lui, je l'ai au même degré. Par exemple, la fluidité dans l'expression, la fluidité dans la communication, peut-être me rendre compte, en fait, moi, je suis fluide, j'ai cette fluidité dans la communication dans les moments où j'écris. J'ai cette fluidité dans la communication peut-être dans les moments où je dialogue avec mes clients. J'ai de la fluidité dans la communication dans les moments où, j'en sais rien, avec mes enfants, par exemple. Mais tout ce que vous voyez à l'extérieur, vous l'avez en vous, c'est juste une question de forme.
Et la forme dépend de votre hiérarchie de valeurs. La forme dans laquelle vous exprimez vos talents dépend de votre hiérarchie de valeurs. Chacun d'entre nous est fluide dans sa communication, dans les moments dans lesquels il parle de ce qui est le plus important pour lui, et dans un contexte qui lui plaît et qu'il aime. Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez tous ça en vous? Il y a tous des moments où vous êtes fluide dans votre communication. Vous pouvez partir dans des tirades. Les gens doivent vous arrêter tellement c'est fluide, mais que ces moments-là n'arrivent que lorsque vous êtes en train de communiquer autour de quelque chose qui est vraiment important pour vous et d'une manière qui vous correspond. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Yes. Et tant que je vois pas ce que je vois en l'autre en moi, je vais me subordonner et essayer de ressembler à l'autre en passant à côté de mon génie. Et après, je vais m'étonner, pas y arriver, d'être fatigué, d'avoir la flemme, de procrastiner, de m'auto-saboter. Ok. Au moment où je vois au moment où je vois que ce que l'autre a, je l'ai au même degré, je cesse de me sentir en dessous, je reviens en parité et je retrouve le pouvoir d'écouter ma propre voix. Il n'existe rien à l'extérieur que vous n'avez pas en vous. Ça s'exprime juste sur une forme que vous n'avez pas encore reconnue et appréciée. Une fois que vous avez fait ça sur les gens que vous admirez, auxquels vous vous comparez, la deuxième étape, ça va être, comme on l'a vu hier, comme on a commencé à le voir hier, de se libérer du jugement et de la répression qui est la conséquence de juger. Puisque ce qu'on a vu hier, c'est que si je juge quelqu'un, je vais alors me priver de ce trait de caractère. Je vais me priver de cette expression-là. Si je juge quelqu'un pour être bruyant, comme on l'a vu hier, euh, ben, je vais tout faire pour être discret. Sauf que si j'ai envie de communiquer sur les réseaux sociaux, je vais me retrouver à ne pas comprendre pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre la parole, alors que la raison, elle est simple. Je suis plus occupé à essayer de ne pas ressembler à ces gens bruyants qu'à exprimer ce qui est vraiment important pour moi. Votre niveau de leadership dans la vie dépend de la quantité de gentils et de méchants que vous êtes prêt à embrasser à l'intérieur de vous. Au degré où vous êtes prêt à reconnaître le bruyant, l'arrogant, l'égoïste, le l'agressif, le critique, le malveillant, au degré où vous pourrez exprimer ce qui est vraiment important pour vous. Au degré où vous êtes attaché à l'image du bienveillant, du gentil, du doux, du, euh, de l'altruiste, au degré où votre vie sera limitée, parce que votre vie ne sera plus là pour vous permettre d'exprimer ce qui est vraiment important pour vous, votre vie deviendra une tentative de jouer ce personnage qui n'est qu'une partie de vous. Aucun jugement n'habite votre esprit sans payer son loyer. Et le loyer du jugement, c'est quoi? C'est le fait de vivre dans une prison. C'est-à-dire que si je juge les gens égoïstes, je vis dans la prison associée au fait de toujours devoir faire passer les gens avant moi. Et j'ai plus accès à ce qu'il y a en moi. Je peux plus accéder à je n'ai plus accès à ma voix intérieure, puisque ma voix intérieure ne peut plus traverser les barreaux de cette prison. Et chacun des barreaux de cette prison est représenté par un jugement. Au plus j'ai de jugement et de séparation de bien et de mal, au plus le contour dans lequel je vis est étriqué, petit. Je vais repréciser ce que je vous ai dit hier. Vous pouvez soit être quelqu'un de bien, soit être vous, mais pas les deux. Maintenant, vous allez me dire, très bien, mais comment je m'en libère? Comment je me libère de ces barreaux? Comment j'ouvre la prison? Comment j'accède à plus d'expression de moi?
en revenant dans les moments spécifiques dans lesquels vous avez perçu les gens bruyants, et en allant voir dans ces moments en quoi est-ce que c'était un bénéfice pour vous de les percevoir bruyants, et quels auraient été les inconvénients qu'ils soient discrets à ce moment-là. Et en allant voir également où, quand et qui vous a perçu être bruyant. Je le prends pour bruyant, mais on peut le prendre pour n'importe quoi. Si vous voulez, on peut prendre un petit exemple. Est-ce que ça vous tente qu'on prenne un petit exemple et que on vienne ouvrir une des prisons dans lesquelles vous vivez? Ça vous tente ou pas? Ou vous préférez rester en prison? Vous me dites. Ce qui est intéressant, c'est que certains vont préférer rester en prison pour une raison, parce que votre ego est addict à cette prison. C'est que même si elle est limitante, elle vous permet de vous sentir en sécurité. Euh, ce que je vous invite à faire, pour ceux qui ont envie d'être coachés et d'ouvrir une prison, c'est tout simplement de lever la main avec Zoom. Vous avez un... En bas, dans Zoom, vous avez un truc qui s'appelle réagir. Vous pouvez mettre lever la main. Et je vais choisir une personne au hasard. Hmm, qui j'ai envie d'entendre? Euh, Mon cœur balance. Et votre cœur doit battre super fort. Plus je fais durer le temps, plus une partie de vous a envie que je vous nomme. Et une autre se dit, mais putain, pourquoi je suis en train de lever la main? Il y a 178 personnes connectées, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Ok. Euh, Régis? Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Je Hello, t'entends pas? Attends, c'est peut-être juste moi? tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok. Ok, good. Hmm. Euh, Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Qu'est-ce que tu juges le plus chez les autres? Ou chez toi d'ailleurs? Euh, je dirais que ce que je juge le plus chez les autres, il y a deux choses vraiment qui m'agacent, mais de ouf. C'est le J'ai- côté j'ai- perché et pas concret, tu Ok. vois? Quand on va me parler de loi d'attraction, quand on va me parler d'un truc, tu Ok, vois, donne-moi une qui est pas personne que tu as en palpable. tête qui fait ça. J'ai une personne là sur TikTok Ouais. qui... Attends, je te vois pas, ça me stresse. Euh, Normalement, tu peux m'épingler, je pense. Euh, tu peux tac. m'épingler. Euh, Attends, sinon, mettre en avant pour tout le monde. Et est-ce que je peux, est-ce que je peux me mettre en avant aussi pour tout le monde? Si vous voulez, pour tous les autres, vous pouvez aussi vous amuser avec la vue là-haut, à droite. Cool. Ok, nice. Euh, à droite, en haut à droite, vous avez un truc qui s'appelle afficher. Et vous pouvez choisir intervenant, galerie, plusieurs intervenants. Dites-moi juste ce que vous avez. Si on met plusieurs intervenants, qui vous voyez-vous? Vous voyez qui? Ok, nickel. C'est bon, Régis? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Parfait. Euh, ok, donne-moi du coup une personne. C'est quoi son prénom? Ouais. Alors, il y a une personne sur TikTok qui se fait appeler Etheria, tu vois. Ok. Et en fait, euh, et en fait, elle me gave parce qu'elle parle de voyance, tu vois. T'es pas occupé, t'es pas obligé de la... Attends, juste. Ok. Donc, ouais, elle parle de voyance. Ok. Elle parle de voyance, tu vois. Et genre, du jour au lendemain, elle s'est lancée dans la voyance comme si elle était là-dedans depuis longtemps. Ok, et Alors qu'est-ce qu'elle qui te a... dérange le plus là-dedans? En fait, ce qui me dérange le plus, alors,
il y a plusieurs choses qui me dérangent. Alors, la première chose, c'est que quand on parle de dépression et de solution, la chose qui me dérange, c'est qu'en fait, elle va intervenir en disant que c'est pas comme ça qu'il faut aider les gens, mais elle donne Attends, pas de juste, solution derrière. si vous pouvez éviter de faire n'importe quoi, ce serait cool. Il y a des gens qui ouvrent un tableau blanc et tout. Juste- Merci. Désolé, du coup, je t'ai distrait. Pas de souci, t'inquiète. Donc, je disais, c'est que, par exemple, quand tu vas parler de dépression, bah, derrière, en fait, elle va commencer à dire non, c'est pas comme ça, c'est Ok, je veux n'importe juste pas quoi. l'histoire. J'ai juste pas Ouais, besoin de l'histoire. Je veux juste, ok. qu'est-ce qu'elle fait qui t'énerve le plus? Et c'est intéressant parce que vous allez voir que les autres, quand on a une charge émotionnelle sur quelque chose, on a besoin de raconter l'histoire, on a une espèce de paquet et c'est déjà Ouais, difficile ok. d'identifier c'est quoi l'action spécifique que cette personne fait. Je dirais que, elle donne un avis que j'aime pas. Ok? Elle donne un avis que t'aimes pas. Et si on est plus spécifique, il y a dans cet avis, tu as l'impression que cet avis, il est, euh, il est dangereux, que c'est du mensonge, que c'est qu'elle Il met est les gens en victimisant. erreur. Il est victimisant. Ok. Donne-moi juste, t'as une mémoire spécifique d'un moment où elle fait ça? Ouais. Je veux juste la scène, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Ok. Elle dit, euh, vous voyez, c'est typiquement le genre de discours de thérapeute que je déteste. En parlant d'un thérapeute qui dit, bah, quand vous êtes en dépression, faire ci, faire ça et tout machin. Ok. Donc, ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est qu'elle exprime son désaccord Ouais, par rapport à des discours ouais, qui sont différents de son avis. ouais, voilà. Ok. Donne-moi un premier moment dans lequel toi-même t'exprimes ton désaccord par rapport à des avis qui sont différents du tien. Euh, à quel moment j'exprime un désaccord? Euh, je dirais quand... Pas facile à trouver, hein. Euh, Juste, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait là il y a une minute, par exemple? exprimer un désaccord? Ouais, bah, bien sûr, ouais, là, Ok. complètement. Est-ce qu'on peut voir qu'il y a une minute, t'exprimes ton désaccord vis-à-vis de pratiques Ouais, qui sont différents de ta manière de voir ta pratique? exactement, ouais, Ok. totalement. Est-ce qu'on peut voir qu'à ce moment-là, tu le fais au même degré qu'elle? Ouais, Ok. complètement. Donne-moi un autre moment dans lequel tu as pu exprimer ou critiquer des pratiques qui sont en désaccord avec tes pratiques à toi. Une vidéo sur TikTok. Ok? Donne-moi un autre moment. Un autre moment, je dirais, quand je parle quand je parle de coaching avec ma compagne Ok? et que je dis, ouais, tu vois, il y a encore des gens qui donnent des solutions, qui disent des trucs mais ils donnent pas de solution derrière. Voilà. Yes. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut voir que ce trait d'exprimer ton désaccord par rapport à des pratiques qui ne sont pas les tiennes, qui sont en tout cas en désaccord avec les tiennes, tu l'as, tu le fais comme elle. Ouais, ouais, totalement. Ok. Good. Maintenant, si tu reviens dans le moment dans lequel elle fait ça, au moment où... C'est quel jour déjà? Tu te souviens du jour où c'est que tu regardes cette vidéo? Oh, je sais pas. Prends le temps de te souvenir, reviens dans le moment. Ouais, ok, d'accord. Je dirais, c'est peut-être il y a. Non, je veux pas d'un peut-être, prends le temps. Ok. Prends le temps qu'il te faut. Je dirais. J'ai pas le jour exact, mais c'est en semaine, je pense. C'est en semaine, ok? Et, et avant de réfléchir à du contenu que je vais poster sur les réseaux, je check un petit peu ce qu'il y a dans mes stories et tout. Et en fait, euh, et en fait je tombe sur sa vidéo, en fait. Ok. Il est quelle heure à peu près? Je pense qu'il doit être vers. Je pense que c'est en me levant, tu vois. Donc il doit être genre 8 heures. Ok, t'es à quel endroit? T'es où chez toi? Je dirais sur le canapé dans mon salon. Ok. Au moment où tu l'aperçois, justement, exprimer son désaccord,
par rapport à des pratiques qui sont pas les siennes. En quoi est-ce que c'est un bénéfice pour toi? C'est un bénéfice pour moi parce que moi, je peux communiquer sur mes pratiques à moi. OK. Mais en quoi est-ce que le fait à ce moment-là de la percevoir, exprimer son désaccord, t'aide à communiquer? Ça m'aide parce que je peux rebondir sur ce qu'elle dit. OK. Donc ça te crée un espèce de prompt pour commencer, pour te mettre à parler? Ouais, c'est ça, ouais, complètement. OK. Quoi d'autre? Quel autre bénéfice il y a à ce moment-là pour toi à la voir s'exprimer? Exprimer son désir? Ça renforce ma conviction, enfin, ça renforce mes croyances, par rapport à mes pratiques. OK. Du coup, ça me donne encore plus, envie de partager. Ça te donne encore plus envie de partager? OK. En quoi c'est un bénéfice que tu as encore plus envie de partager? Bah, ça me donne plus de, on va dire, de notoriété, ça me fait plus connaître, je OK, pense. trop bien. C'est quoi les 3 valeurs que tu as indiquées? Enseigner, coacher et actuellement, c'est, la vente. OK. Est-ce que ça te permet en quoi est-ce que ça t'aide à coacher davantage? Je dirais, bah, ça me permet de, ça me permet d'apprendre aussi à mieux comprendre les gens qui n'ont pas le même point de vue que moi. OK, OK. Est-ce que si, à ce moment-là, justement, elle était d'accord avec toi et qu'en fait, tous les gens que tu voyais sur internet étaient d'accord avec toi, ce serait quoi l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que je pourrais pas évoluer en tant que coach. Yes, est-ce que du coup, tu te dirais: «Bon, bah, en fait, j'ai pas grand-chose à dire et grand-chose à apporter de nouveau»? Si tout le monde était d'accord avec toi, tu pourrais te dire qu'en fait, tu as rien à apporter et que vaut mieux que tu ailles faire autre chose, ce qui t'empêcherait de faire ce que tu aimes le plus? Ouais, c'est ça. OK, Tu vois là, regarde, tu vois là, c'est en train de s'exprimer à nouveau là, tu vois? Quand je vois les vas-y. commentaires, c'est pas, enfin, je vous dis ce que je ressens, mais le prenez pas personnellement. En fait, quand je vois les commentaires, je me dis: «Ils ont rien compris eux». Yes, mais Tu vois? Ça se réexprime là, en fait. OK, et justement, en quoi c'est un bénéfice pour toi? Bah, De ça me fait beaucoup percevoir de que là, ils ont rien compris comme tu dis? bah, ça me fait beaucoup de contenu à partager encore. Yes. Est-ce que de voir des gens qui ont rien compris, en tout cas dans tes perceptions, est-ce que ça te donne envie de mieux transmettre, d'articuler les choses d'une manière qui est plus claire, de te rendre compte de où est-ce que votre point de vue est pas exactement le même et comment est-ce que du coup, tu peux devenir encore meilleur à transmettre? Ça te donne un désir de pouvoir servir encore davantage? Ouais, complètement, ouais. OK. Du coup, est-ce que là, quand tu repenses à cette fille juste qui exprime sur TikTok, hem, un point de vue et un désaccord, ce désaccord, est-ce que tu te dis toujours que c'est un problème? De base, c'était pas, enfin, c'est pas vraiment un problème. Enfin, tout ce dont on vient de mettre en lumière, je le savais déjà et c'est un travail que j'avais déjà fait sur moi. OK, donc pourquoi est-ce que tu me dis au début que tu le juges si tu le sais? Bah, je vois pas en quoi c'est un problème de juger quand je vois tout ça. Du coup, qu'est-ce que tu juges exactement? Bah, je juge le fait qu'elle est, que pour moi, elle dit n'importe quoi. OK, et qu'est-ce Enfin, je qu'est-ce qu'il y a juge dans la ce juge elle. mais qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'elle dit qui est n'importe quoi? Je dirais, le fait qu'elle apporte pas de solution concrète. OK. C'est c'est quoi une solution concrète? À partir de quel moment est-ce que tu te dis qu'un truc est une solution concrète? Comment tu peux répéter la question, s'il À te plaît? partir de quoi est-ce que tu c'est quoi les conditions pour qu'une solution soit concrète? C'est quand tu as un plan par étapes et qu'on comprend suffisamment bien Mmh. ce qu'on doit faire. OK. OK. OK, je comprends. Et donc ce qui t'énerve, c'est quand les gens donnent pas un plan par étapes? Ouais, c'est qu'en fait, ils disent: «Ouais, vous voyez, ça, c'est n'importe quoi, j'aime pas». Tu sais, ils donnent leur avis et derrière, il y a pas de, en fait, ce que vous devez faire, c'est ça, 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 ça. Avec OK. pédagogie aussi, tu vois? OK.
où et quand est-ce que des gens t'ont perçu exprimer un point de vue et exprimer genre désaccord sans apporter une solution concrète? Plein de fois, tu vois, par exemple, là, le premier, le premier exemple que j'ai en tête, c'est quand je voulais percer dans le foot quand j'étais ado. Et en fait, il y avait mon frère qui me disait, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et puis, tu sais, il te dit des termes qui sont pas concrets. Ah, quand tu joues, il n'y a pas de fond de Non, non, jeu. c'est pas la question que je te pose. La question que je te pose, c'est où et quand est-ce que toi, tu as exprimé un désaccord vis-à-vis de quelque chose Ouais, et tu n'apportais pas de solution concrète? ok, d'accord. Euh, je dirais là, quand je commence enfin, quand j'essaie d'avoir des clients, en- je garde un petit peu le côté concret pour moi, pour les inciter à aller plus loin. Oh, ok. Donc, dans ton contenu gratuit, il y a Ouais, des moments où tu peux te percevoir ne pas donner de solution concrète. ouais, c'est ça. Donne-moi un contenu récent que tu as publié sur lequel justement il n'y a pas de solution concrète. Tiens, bah, quand je dis, voilà, je parle de dépendance affective, et puis je dis, je parle du fait que tout le monde dit que la solution pour sortir de la dépendance affective, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Yes. Et après, je dis, alors qu'en fait, euh, je dis un truc du style, et si c'était complètement faux, parce que aujourd'hui, en fait, s'aimer soi-même, c'est hyper vague, on ne sait pas. Et en fait, derrière, je Yes. donne pas de solution par rapport Ok. à ça. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut voir et on est certain que tu donnes pas de solution concrète et ce que tu juges, tu le fais dans ce moment-là? Ouais, ouais, c'est ça. Ok, donne-moi un autre contenu où tu fais ça. Hmm. Je dirais. Où et quand est-ce que tu as laissé quelqu'un avec l'idée que ce qu'il fait, c'est de la merde et que ce qu'il fait ne marche pas, mais sans lui dire exactement étape par étape ce qu'il devait faire? Je dirais en appel de vente. C'est ce que j'avais, c'est ce que En appel j'avais de comme vente. intuition, yes. Donne-moi justement un appel de vente peut-être récent où tu lui dis en fait, juste ta solution elle marche pas, mais que pour autant tu lui dis pas ce qu'il doit faire à la place. Je dirais, c'était un appel avec une personne qui était en pleurs total et en gros, elle me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu veux et tout, machin, et puis je lui donne un plan assez vague, tu vois, pour pas, enfin, ce que j'entends par vague, c'est que je lui donne pas exactement ce qu'elle Yes. va faire et tout, tu vois. Ok. Donc dans ce moment-là, on peut voir que tu, tu, tu fais ce qu'il faut pour lui montrer que sa solution marche pas, Mm. mais que tu lui donnes pas une solution concrète. Ok. Ouais, c'est ça. Donne-moi un dernier moment où et quand tu fais ça. Est-ce qu'à certains moments tu fais ça avec ta compagne? Tu lui dis, mais en fait, ta manière de faire, c'est de la merde, mais tu donnes Euh, pas une solution concrète. Quand est-ce que j'ai fait ça? Euh, je dirais, Genre, tu te plains d'un truc, tu la je dirais, critiques sur un truc, mais tu lui je dis pas dirais, comment elle doit faire. en fait, je dirais peut-être, tu sais, quand je vois parfois son fils qui est un peu malheureux, tu vois, je peux juste lui poser des questions, en fait. Après, je pointe pas particulièrement un gros problème directement, tu vois. Je lui dis pas ce que tu fais, c'est de la merde, parce que je le pense pas, tu vois. Non, Mais, mais en tout cas, mais en tout cas, je donne pas de solution concrète à ce tu donnes moment-là. pas de solution concrète. Ok. Maintenant, on va aborder le problème autrement. Tu peux me donner un moment où, justement, tu donnes une solution hyper concrète aux gens et tu leur dis exactement ce qu'ils doivent faire. Ça peut être un individu ou un groupe ou des gens qui te suivent. T'en as un en tête qui te vient et tu dis, franchement, là, ce que je leur donne quand même, c'est pépite. Mais de ouf. Genre, je suis prof de danse aussi. Tu vois, quand par exemple, il y a des pas hyper complexes, je leur décompose le pas, je leur donne Ok, des donne-moi gestes un de moment où tu l'as passage. fait. Je veux un Le moment cours, spécifique. le cours juste avant les vacances, c'est vendredi d'avant les Ouais. vacances, là, scolaires. Ok. Là, je l'ai fait à fond. Ok.
En quoi est-ce que c'est un inconvénient pour eux à ce moment-là? Ça empiète sur leur autonomie. Ok, quoi d'autre? Je dirais que Est-ce que la manière que tu leur décomposes, est-ce que la manière que tu leur proposes, là, le 1, 2, 3, 4, 5, que hmm, tu leur décomposes, est-ce qu'il est le meilleur pour tout le monde? Ou est-ce qu'en fait, il y a peut-être des élèves il y a peut-être parmi tes élèves des gens qui auraient mieux appris ou pour qui ça aurait été peut-être été plus facile s'ils avaient eu une autre séquence que celle que tu as proposée? c'est possible. Possible? C'est possible, ouais. C'est possible. Ok. C'est quoi la probabilité, sur une échelle de 0 à 100, que parmi tous tes élèves, il y en a au moins un parmi tes élèves pour lequel la séquence que tu leur as proposée soit pas la plus adaptée? Je dois répondre sagement ou je dois dire ce que je pense vraiment? Dis-moi ce que tu penses vraiment. Ben, moi, pour moi, elle est adaptée à tout le monde. Ok. Ok. Ok, elle est adaptée à tout le monde. Ok. Euh, comment t'en es sûr? Comment t'en es si sûr? Parce que, parce que ce genre d'explication, c'est ce dont j'ai toujours rêvé, tu vois. Ah, J'ai beaucoup rêvé qu'on m'explique les choses de cette manière-là, tu vois. ok. Et dans tout. Et est-ce qu'il y a des choses dont tu as toujours rêvé, mais dont les autres rêvent pas? Oui, bah oui. Ok. C'est vrai. Qu'est-ce qui te touchait dans l'idée C'est quoi les mémoires que tu avais en tête, là, au moment où tu disais j'en ai toujours rêvé? Je pense que si j'avais été mieux accompagné et de cette manière-là, quand j'étais gamin, j'aurais pu devenir joueur de foot professionnel. Ok. À qui t'en veux le plus pour pas t'avoir accompagné en tant que joueur de foot professionnel? Je dirais, euh, je dirais à mon frère. Je dirais à mon frère parce qu'il se vante de ouf, lui, d'avoir réussi et tout. Mais moi, en fait, enfin, moi, je voulais juste qu'il m'explique, tu vois. Ok. Il est joueur de foot professionnel, lui? Même pas. Ok. C'est ça le Ok. pire. Mais en fait, il avait, en fait, autour de moi, il y avait mon père aussi qui devait aller signer et apparemment, il n'est pas allé. Il y a eu mon frère, en fait, qui a fait plein de stages et tout avec Et des. donc, ton frère, du coup, tu le juges pour pas avoir été pédagogue avec toi? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Alors, tout le Et monde dit donc, qu'il était super fort et tout, et j'ai pas pu en profiter, en fait. ok. Et en quoi ça t'a servi que ton frère te propose jamais, ou en tout cas, c'est faux, mais en tout cas, que ton frère régulièrement ne t'enseigne pas ce qu'il savait? Ça m'a donné l'amour pour la pédagogie. Quoi d'autre? Euh, À la télé, ok? pas trop. Au fond de toi, euh, attends, je supprime juste une personne. Je sais pas pourquoi cette personne. Ok. Euh, au fond de toi, tu penses que tu étais destiné à être pédagogue ou à être joueur de foot? Aujourd'hui, je pense que j'étais destiné à être pédagogue, Ok. forcément. Mais au moment où je m'entraîne tous Oui, les jours, je pense pas ça. je comprends. Mais tu penses que quelle est la vie qui est le plus juste? Celui que tu as aujourd'hui ou celui que tu avais à l'époque? Tel qu'aujourd'hui.
Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que ton destin, il était d'être pédagogue Ouais. et que ton frère, en ne t'enseignant pas dans un chemin qui n'était pas le tien, il t'a permis d'accéder à ce qui était ta vocation. Mm. Complètement, ouais. Et ça te fait quoi de voir ça? Je le sais déjà. Apparemment, tu le sais dans ta tête. Mais si vraiment dans ton cœur, tu savais que ton frère, en te montrant pas comment être meilleur dans sa voie à lui, il t'avait montré comment accéder à ta propre voie, t'aurais de l'amour pour lui. Mais juste l'amour pour mon frère. J'ai pas de Pourquoi est-ce que, problème. pourquoi est-ce que tu me dis que tu lui en veux alors? De pas t'avoir montré. Bah, pour moi, c'est pas un problème d'en vouloir à des gens. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu peux pas à la fois lui en, tu peux pas à la fois lui en vouloir et être persuadé que c'est le plus beau cadeau qu'il t'a fait. En fait, tout ce travail-là d'équilibre et tout et de symétrie, je l'ai déjà fait en masse, tu vois. Mais Mais dans ta tête, ouais, bah peut-être, ouais, je sais pas. enfin, on est d'accord avec ça, que En fait, je ressens pas de colère enfin, oui, et même si je ressens la colère, je vois pas en quoi elle est un problème, tu vois. yes, euh, ce que je vais te poser la question autrement du coup. En quoi est-ce que ça te limite? En quoi est-ce que ça te limite dans ton activité? Euh, En quoi est-ce que ça te limite aujourd'hui dans ton activité de vouloir absolument donner les choses étape par étape? Bah, je peux avoir tendance à donner tout ça même gratuitement, tu vois. Ok? Quoi d'autre? En quoi d'autre est-ce que ça te limite? Euh, Est-ce qu'il y a des personnes à qui, est-ce qu'il y a des personnes à qui les méthodes que tu enseignes ne conviennent pas? Peut-être. Est-ce que c'est possible que tu es tellement certain, tu sois tellement certain que le étape par étape, c'est la bonne chose, Ouais. que tu sois même pas capable de capter les moments où les gens décrochent? Non, non, ça aussi, je fais hyper attention à ça. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'attention dans la pédagogie. Ok? Euh, Quel autre coût ça a pour ton activité, pour le développement de ton activité, d'être tant attaché à ce que les choses soient décryptées étape par étape? Bah, en fait, j'attends qu'on vienne. J'attends enfin, enfin, j'attends pas, mais j'essaye d'aller chercher des infos étape par étape pour développer mon activité. C'est quoi l'inconvénient de fonctionner étape par étape? Ça te coupe de quoi? Une forme de spontanéité, peut-être, mais que j'ai aussi, en fait, tu vois, je suis pas fermé à un plan, tu vois. De quoi est-ce que ça te coupe alors, si c'est pas ça? Je dirais que, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je dirais que ça pourrait me couper à part de la spontanéité, mais Est-ce encore une que, fois, est-ce que ça peut te priver d'une clientèle que tu pourrais aider, mais que tu n'aides pas parce que tu n'as pas le étape par étape pour eux? non, j'y crois pas ça. Tu crois pas à ça? Non, non, j'y crois pas ça. C'est-à-dire? Je crois pas que je puisse pas m'adapter à quelqu'un. Ok. Euh,
Ok, si tu veux. Quel autre coup ça a? Quel coup ça a dans tes relations? Le fait de vouloir que les choses soient étape par étape, que les choses soient concrètes. Il y a cette structure. Euh, Par exemple, avec mon ex-compagne qui était en dépression. Hmm. En fait, pour moi, le étape par étape, ça passe par comprendre et mettre en place des actions concrètes, tu vois. Et en fait, comme moi, j'étais à fond là-dedans, et ben en fait, et que elle, en fait, ne voulait pas en parler. Et ben en fait, comment dire, ça crée encore plus de tension. Hmm. À quel autre moment est-ce que ça t'arrive de justement proposer des solutions à des gens qui n'ont pas envie de solutions, qui ont peut-être juste envie de se sentir compris ou entendus? C'est arrivé plein de fois. Hmm. Et qu'est-ce que ça t'a coûté? J'en sais rien, en fait. Je pense que je sais pas. Non, Peut-être, prends-en peut-être, un. Prends, peut- prends- prends. oh, ouais, ok, j'en ai un en tête. Ok. Euh, En fait, j'ai essayé. J'ai essayé. En fait, j'ai essayé. Ce truc, c'est que j'essaye tout, en fait. J'ai essayé à ce moment-là une, nouveau- une nouvelle manière d'essayer de closer en lui disant ce qu'elle devrait essayer de faire, alors que je le fais jamais, ça. Je suis tout le temps dans la... Ok, c'est quoi le mieux pour toi? C'est quoi... Enfin, je pose tout le temps des questions qui visent à ce que la personne trouve ses propres réponses, tu vois. Et là, je me suis dit, vas-y, ça, je le fais jamais. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Et à ce moment-là, je lui dis, ouais. Je lui dis, ouais, peut-être que. Est-ce que tu as essayé de faire ça? Est-ce que tu as essayé de faire ça? Elle me dit, ah bah non, 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 non. Et en fait, elle me disait qu'elle était prête à investir sur elle. J'ai plus jamais entendu parler d'elle. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut voir qu'à certains moments, ça peut te coûter la relation de Bien sûr, vouloir proposer une solution au moment où la personne euh, ne recherche pas une solution? D'accord avec ça? ouais, ouais, totalement. Ok. Et ce que je veux aussi que tu entendes, c'est que mon intention n'est pas de dire que donner des solutions, être pédagogue, c'est mal. Bien sûr, Ça a énormément de valeur. Mais ça a de la valeur que quand la relation est créée et quand la relation est maintenue. totalement. Et qu'à certains moments, est-ce qu'on est d'accord pour dire que à certains moments, c'est une limite et c'est un inconvénient et dans certaines problématiques ou tensions, donner des solutions et proposer des solutions peut être au contraire une entrave à la transformation, Complètement. Comme tout, quoi. comme tout. Ok. Du coup, est-ce que on peut voir que ne pas proposer de solution à certains moments, mais décrire ce qui ne marche pas sans proposer de solution, permet à certaines personnes d'aller créer un drive, d'aller trouver la solution. Ouais, complètement. Ouais. Qu'est-ce qui te fait sourire? Bah, j'aime bien ça. Parce que Ok. là, je vois directement le bénéfice pour moi, tu vois, qu'on aborde le sujet comme ça, tu vois. Yes. Qu'est-ce qui s'ouvre là dans ton esprit comme possibilité qui n'était pas ouverte il y a 20 minutes? Alors, j'ai toujours pas le comment, mais je vois que ça pourrait être un game changer pour mon business. C'est de créer l'envie de par le fait que de dire que telle méthode ne fonctionne pas, telle méthode ne fonctionne pas, tu vois, sans forcément apporter de sujet pour donner davantage envie aux gens de s'intéresser à ce que je fais moi. Ah, ok. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que apprendre à embrasser cette femme sur TikTok et prendre de ce qu'elle fait pour être un Ouais, game changer pour ton activité. ouais, complètement. Ouais.
Ok, good. Est-ce que, parce que j'ai aussi envie d'avancer, je vois le timing qui passe, j'ai aussi envie de donner des étapes par étape aux autres. Tu vois de quoi je parle. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a au moins une personne qui a pu bénéficier de notre conversation? Ouais, complètement. Ouais. Pourtant, elle n'a pas eu d'étape par étape à travers notre conversation. Ouais, mais tu vois, des conversations qui m'ont inspiré et derrière, je sais toujours pas ce que je dois faire. J'en ai eu des centaines, tu vois. Uhum. Yes, mais c'est pas la question que je te pose. La question que je te pose, c'est est-ce qu'il y a au moins une personne qui a bénéficié de notre conversation? Bien sûr. Ok. Et Que que ce si soit j'en étais l'inspiration. juste resté à l'étape par étape, elle en aurait peut-être moins bénéficié que d'avoir une conversation qui soit plus ouverte, moins structurée. Peut-être. Ouais, c'est possible. Ok, good. Comment est-ce que... C'est quoi les étapes, du coup, que tu pourrais utiliser pour te servir de notre conversation dans le futur? Bah, je dirais que je pourrais faire des vidéos sur le fait de parler de concepts auxquels je ne crois pas, ou du coup que ma pensée elle est nuancée par rapport à ça, tu vois. Yes. Et en quoi est-ce que ça aiderait tes clients de faire ça? En tout cas, tes futurs clients, en quoi ça les aiderait que tu fasses ce genre de vidéo? Ça pourrait créer un espoir que peut-être Hmm. ce dont ils ne croient pas, il existait d'autres solutions pour eux. Ah, ok. Est-ce qu'on peut voir que c'est le préliminaire qui va leur donner envie de venir vers toi et que c'est Mhm. aussi ça qui va créer la tension nécessaire pour qu'ils aient envie de venir vers toi? Ouais, c'est clair. Ok, good. On a avancé là-dessus? Ouais, ouais, complètement. Ouais. Top. Merci, Régis. Merci à toi. Um, good. Um, je pense que cette conversation qui est intéressante pour tout le monde dans le sens où elle nous permet de voir où, je voyais les commentaires, peu importe. Enfin, ce que je peux imaginer pour certains d'entre vous, c'est que vous vous dites, putain, mais c'est ouf qu'ils voient pas. Qui s'est dit, qui s'est dit ça à certains moments? C'est ouf qu'ils voient pas. Juste lever la main. Ok? Euh, et pour autant, c'est comme ça qu'on est tous, par rapport à notre jugement, par rapport à nos jugements à nous. On est tous comme ça. On est tous à, non, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de bénéfice à ça. Non, moi je le fais pas, mais pas pareil. Et on se défend comme ça, parce que notre structure de pensée est construite autour de ça. Euh, et c'est amusant de voir qu'à la fin de cette conversation, ils se rendent compte que ce qui jugeait le plus, c'est peut-être la clé pour faire passer son entreprise à un autre niveau et pour toucher plus de clients. Et si c'était la même chose pour vous? Et si en fait, ce que vous jugiez le plus, ce qui est marrant, c'est que je lui aurais posé cette question au début de notre conversation, il m'aurait dit, mais Julien, t'es un ouf en fait. Genre, c'est pas du tout en étant comme cette tarée sur TikTok que j'ai rien à apprendre d'elle. Juste une tarée qui donne des choses pas concrètes, qui a rien compris et qui est complètement stupide. Pourtant, à un moment donné, il me dit, en fait, c'est peut-être la clé pour que mon entreprise passe à un autre niveau. Rigolo quand même, non? Et dire que c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Moi y compris. Ça vous fait réfléchir? Ça vous donne envie de faire l'effort d'aller aimer les personnes que vous jugez? Yes, good. Euh, ok, bon, ça m'a pas mis en avance. C'est pas grave. Troisième étape, se libérer des peurs. Parvenir là-dessus. Euh, je vais pas revenir là-dessus. Puisqu'on a commencé à l'aborder hier. Euh, mais toutes vos peurs sont basées sur une perception déséquilibrée de la réalité.
Si vous voulez la peur est rien d'autre que la perception que dans le futur, vous allez expérimenter plus d'inconvénients que de bénéfices. Si vous voulez vous libérer de la peur, demandez-vous en quoi est-ce que ça serait un bénéfice si ça arriverait. Et une partie de vous va résister au début à cette question et va pas vouloir y répondre. Euh, je vais pas passer plus de temps là-dessus. On a un module complet dans Mastery là-dessus. Je vais pas revenir là-dessus. Quatrième étape, clarifier une stratégie alignée. Dans le sens où tout le monde est extrêmement talentueux et un génie dans ses valeurs les plus hautes, et tout le monde est également extrêmement stupide et incapable dans ses valeurs basses. Mon beau-père est passionné de bricolage, et du coup il vient régulièrement à la maison. Et il est toujours, je pense, étonné de à quel point je peux être incompétent avec mes mains. Et à quel point je ne sais rien foutre en termes de bricolage. Mais quand je vous dis rien, c'est rien, quoi. Je pense que mon niveau max, c'est une ampoule. Voilà, c'est niveau max, c'est changer une ampoule. Au-delà de l'ampoule, je ne sais pas faire. Et on a tout ça. Des endroits où on est un génie, des endroits où on est complètement stupide. Euh, mais une fois que tu comprends ça, tu comprends aussi que la meilleure stratégie... Mince, vous n'êtes pas sur la bonne feuille. Mais une fois que tu comprends ça, tu comprends aussi que la meilleure stratégie, c'est la stratégie qui te permet de faire découvrir ton génie aux autres. Et le marketing n'est rien d'autre que ça. Le marketing est juste un ensemble d'actions qui te permet de faire découvrir ton génie aux autres. Si ton marketing ne permet pas de faire découvrir ton génie aux autres, alors ton marketing ne sera pas efficace. Pour ma part, mes valeurs sont comprendre l'humain et enseigner. Je ne danse pas sur TikTok. Je ne fais pas de Reels sur Instagram. Tout ce que vous me voyez faire, c'est enseigner et partager mes compréhensions. C'est ce que j'aime le plus faire au monde et c'est mon marketing. Okay. Et la meilleure stratégie que vous puissiez mettre en place, c'est d'identifier, c'est quoi que vous aimez le plus faire au monde, dans lequel vous êtes un génie, dans lequel vous avez des compétences, des connaissances et une expérience hors de la norme, et comment est-ce que vous mettez en place une stratégie qui vous permette de faire ça davantage auprès de plus de personnes. J'aime l'idée que si la stratégie de développement que vous avez mis en place, vous ne pouvez pas la mettre en place pendant 1 an sans aucun retour financier, c'est probablement pas une stratégie juste pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, faire ces lives dans lesquels je partage ma compréhension, que les gens achètent derrière ou pas, je m'en fous. Je suis content de le faire et il faudrait me payer pour que j'arrête de transmettre. C'est que la semaine dernière, je vais en vacances, je passe la majorité de mon temps à juste écrire autour de ma compréhension. Il faut me payer pour que j'arrête d'écrire et pour que j'arrête de partager autour de ça. C'est quoi les choses sur lesquelles il faudrait vous payer pour arrêter de le faire? Et comment est-ce que vous mettez en place une stratégie qui vous permet de mettre en lumière ça? Par contre, si je commence à me comparer à je ne sais pas qui sur les réseaux et je me dis que je dois parler davantage de business ou faire plus de reels, par exemple, ce que je déteste faire, je vais commencer à procrastiner, hésiter à être frustré car je fonctionnerai dans des valeurs basses. Et dans des valeurs basses, vous n'avancez que parce que vous percevez récompense et punition. Okay? C'est-à-dire que si votre stratégie marketing, elle n'est pas organisée autour de vos valeurs les plus hautes, autour de ce que vous aimez le plus faire, et que vous voyez le marketing comme une contrainte, comme quelque chose que vous devez faire, au moment où vous ne serez plus en insécurité financière, vous allez arrêter de faire du marketing, vous allez vous retrouver en insécurité financière à nouveau, pour vous redonner une motivation pour faire du marketing, et vous serez dans un cycle comme ça, où insécurité égale drive, du coup je fais les choses d'une manière qui ne me correspond pas, une fois que je fais les choses, du coup, dès que j'ai plus peur et je suis plus en découvert et que j'ai fait rentrer 2-3 clients, j'arrête de faire mon marketing et je fais ce que j'aime parce que la stratégie marketing que j'ai mis en place, elle me plaît pas. Et du coup, j'ai plus de marketing et du coup, je me retrouve en insécurité financière et j'ai une boucle comme ça dont je ne sors jamais. La seule manière d'en sortir, c'est d'avoir le courage
de mettre en place une stratégie marketing qui n'existe nulle part ailleurs et qui est la vôtre. C'est-à-dire que ce que je fais par exemple là, qui est d'enseigner pendant 4 jours, de prendre des gens, de les coacher en direct, tout ça, c'est quelque chose qui derrière a été repris par des gens. Mais à la base, je l'ai fait juste parce que j'ai été le premier à faire ça et je l'ai fait juste parce que j'adorais faire ça. Et je peux avoir aucun résultat. Je préfère avoir des matinées remplies de faire ça plutôt que des matinées à n'avoir rien. Ok. Donc, c'est une autre manière de penser le marketing. Ça vous parle? Et vous allez me dire, oui, mais en fait, Julien, il y a l'algorithme, il y a machin, il y a toutes ces conneries. La réalité, c'est que je crois plus à une stratégie qui va à l'encontre des règles de l'algorithme, mais qui soit connectée à votre cœur, à ce que vous aimez le plus faire, que vous allez pouvoir tenir pendant 10 ans, plutôt qu'à essayer de se subordonner à l'algorithme ou à je ne sais quoi, et au bout de 3 mois, être brûlé parce que juste vous en pouvez plus. La dernière étape, ça va être trouver du sens dans ce qui n'en a pas en apparence. Euh, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est probablement un fantasme de se dire que toute votre activité va être autour de ce que vous aimez. Peut-être que vous pouvez arriver à ce que 80% du temps que vous investissez dans votre activité, marketing, vente, livraison, ce que vous voulez, soit nourrissante pour vous, mais il y aura toujours 20% qui ne correspondent pas entièrement à ce que vous aimeriez. Et dans ces moments-là, c'est comment est-ce que vous arrivez à trouver du sens à ces choses-là? Comment est-ce que vous arrivez à relier ces activités-là à vos valeurs et à trouver en quoi est-ce que ça nourrit vos valeurs? Comme vous avez aimé les mythes, je vais revenir sur quelques mythes aussi. Euh, Rapidement. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas ça. C'est pas bon là, sur le slide. Ok. C'est moi juste une seconde. Move to new window. Très bien. Mythe 1. Ok. Hier, on a vu les mythes autour du coaching. Aujourd'hui, on va voir les mythes autour de développer son activité de coach. Mythe numéro 1. Tout le monde désire travailler sur soi. Non, personne ne désire travailler sur soi. Euh, les gens veulent une seule chose. Remplir ce qui est le plus important pour eux. Et donc, si vous voulez vendre, si vous voulez réussir à être attirant, le seul moyen d'être attirant, c'est d'arriver à communiquer en quoi est-ce que votre service est la clé pour que les gens obtiennent ce qu'ils désirent le plus. Et le marketing n'est rien d'autre que ça. Le marketing n'est rien d'autre qu'un ensemble de communication qui permet aux gens d'arriver à la réalisation que ce que vous proposez est la seule et unique manière d'obtenir ce qu'ils désirent le plus. Point. C'est votre rôle. Deuxième mythe, celui-là je l'aime bien. Deuxième mythe, c'est mieux d'aider les gens gratuitement que de les aider de manière payante. Pendant longtemps, j'étais à l'aise à coacher gratuitement, mais j'étais mal à l'aise dès qu'il s'agissait de parler de prix, de faire payer, jusqu'à ce que je réalise une chose, c'est que ne pas faire payer les gens a tout un tas d'inconvénients. Et cette réalisation, je l'ai eu un jour à travers un ami qui m'envoie un message et me dit: «Ah, je viens, est-ce que tu peux me coacher sur ça? J'ai tel sujet.» Et c'est un ami, je me dis: «J'ai qu'une séance, j'ai pas besoin d'argent. Allez, je vais le coacher gratuitement.» Et je fais une séance avec lui. Ça se passe super bien, il est trop content à la fin et tout, je me dis: «Trop cool.» Et 2 mois plus tard, je le revois et je lui dis: «Alors, comment ça va depuis notre séance?» Et il me dit: «Ah bah, c'est cool, en plus derrière notre séance, du coup, j'ai commencé à travailler avec telle personne et heu et du coup, c'est trop cool.» Et à ce moment-là, je lui dis: «Mais juste, je comprends pas, explique-moi. Tu m'as dit que notre séance, c'était trop cool, que tu avais adoré et tu me dis que tu as travaillé avec une autre personne et alors que moi, j'étais prêt à continuer à faire 2-3 séances si tu en avais besoin. Comment ça se fait que, tu m'aies pas demandé?» Et il m'a répondu une chose qui a fait shifter mon rapport à proposer des choses payantes et faire payer. Ce jour-là, il m'a répondu: «Bah, en fait,
juste, je me voyais pas te redemander parce que tu m'avais déjà offert ça gratuitement et j'avais déjà l'impression d'être redevable envers toi. Donc, je me voyais pas te redemander quelque chose. Et ce jour-là, j'ai compris que en faisant payer les gens, tu leur donnes leur liberté, tu les évites de se sentir redevable. Et que ce qu'il m'a dit également ce jour-là, il m'a dit, en plus, j'avais besoin de m'engager dans mon objectif. Et en fait, si je payais pas, je m'engageais pas dans mon objectif. Ça vous est peut-être déjà arrivé de prendre un coaching, de prendre une formation quelque part et de voir qu'en fait, avant même que la formation ait commencé ou que le coaching ait commencé, vous avez déjà changé parce que vous vous êtes engagé dans l'objectif. Et en faisant payer les gens, vous permettez ça. Donc, est-ce que c'est mieux d'aider les gens gratuitement? Je crois pas. Vous les maintenez dans une forme de dépendance, vous les empêchez de prendre leur projet en main, euh, vous les faites perdre aussi votre temps. C'est un exemple que je donnais il y a un client, dans le sens où, en tout cas, des choses que vous faites parce que c'est gratuit, mais que vous ne faites pas si c'était payant. Et que finalement, du coup, vous perdez votre temps dans ces moments-là. La semaine dernière, j'étais à Majorque avec des clients, et un jour, au déjeuner, en Espagne, vous savez, le pain, il est jamais gratuit. C'est qu'un truc de français, ça, le pain gratuit. Euh, et du coup, il y a un de mes clients qui commande du pain pour lui, en fait. Et ils amènent les olives, l'huile d'olive, et je commence à vouloir me servir dans son truc de pain. Et là, en rigolant, il voit tout le monde se servir, et il rappelle juste à tout le monde qu'en fait, le truc de pain, c'est lui qui l'a payé. Et c'était pour son truc, c'était son entrée, en fait. Et au moment où il dit ça, il me dit, mais j'enlève ma main et je me dis, bah, je vais pas lui prendre. Et il dit un truc, il dit, non, mais en fait, je l'ai payé, mais juste, je rigole, enfin, vous pouvez en prendre si vous voulez. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, me rendre compte que c'était payant m'a permis de me rendre compte que je prenais ce pain par habitude, mais que j'en avais pas vraiment envie, que j'avais pas très faim. Et que au moment où vous faites payer les gens, vous leur permettez aussi de clarifier qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Quand les choses sont gratuites, les gens savent pas ce qui est important pour eux. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Et en faisant payer les trucs, vous permettez aussi aux gens de savoir ce qu'ils veulent vraiment et ce qui compte vraiment pour eux. Troisième mythe, tout le monde doit comprendre ce que je fais et apprécier ce que je dis. Euh, c'est un mythe qui va vous empêcher de toucher les gens que vous voulez vraiment toucher. Si votre message n'est pas perçu comme débile et à côté de la plaque pour la majorité des gens, vous n'avez probablement pas un message qui est très spécifique. Si votre père ou votre mère se dit pas, en fait, il est devenu fou, votre message est probablement pas assez spécifique. Je ne comprends rien à ce qu'il fait. Votre message est probablement pas devenu assez spécifique. Et régulièrement, beaucoup de personnes vont avoir tendance à vouloir rendre leur message compréhensible par tout le monde, mais en voulant rendre leur message compréhensible par tout le monde, ils cessent d'être attractifs pour les gens avec qui ils voudraient vraiment travailler. Donc, troisième mythe. Quatrième mythe, je dois trouver une niche et créer une offre irrésistible. Celui-là, c'est un bon mythe aussi. Euh, la majorité des influences que vous avez eues sur le marché du coaching, je souris parce qu'en même temps, je vois à quel point la description de ces mythes est exactement ce qui trigger Régis. Je vous dis ce que vous ne devez pas faire, mais je ne vous dis pas étape par étape ce que vous devez faire. Là, je pense que Régis va finir en PLS ce coaching. Il se dit pourquoi je suis venu aujourd'hui, il fait chier. Euh, Mythe numéro 4, je dois trouver une niche et créer une offre irrésistible. Vous avez été conditionné, la plupart d'entre vous, par des gens qui n'enseignent pas
comment vendre du coaching, mais qui enseigne comment vendre du consulting, ce qui est complètement différent. C'est quoi du consulting? Consulting, c'est point A, point B. Et donc, naturellement, on vous a appris à ce que, pour clarifier votre offre, vous aviez besoin de définir un avant, le problème avant, la douleur avant, et c'est quoi la transformation que vous apportez, c'est quoi le après pour votre client idéal. Sauf que si vous êtes coach, probablement que, et que vous faites correctement votre métier, vous savez probablement que vous ne pouvez pas savoir en avance ce qui est bon pour le client et où le client va finir. Ça, c'est un truc de consultant. Et donc, euh, est-ce que vous devez trouver une niche et créer une offre irrésistible? Si ça vous aide, génial. Mais si ça vous limite, c'est peut-être pas fait pour vous. Et je n'ai jamais, peut-être faux ce que je dis, en tout cas très rarement, pour être plus juste dans mes propos, j'ai très rarement vendu du coaching avec une promesse et avec un avant-après. Je vends du coaching exactement comme on vous dit de ne pas le vendre. Et je fais entre 200 et 400 000 euros par mois par an avec mon coaching individuel, sans faire de marketing. Et comment est-ce que je vends du coaching individuel? Bah, juste, je parle aux gens, je leur pose des questions que personne ne leur a jamais posées. Ils me disent comment est-ce que tu travailles. Et je leur dis, voilà, c'est 10 sessions, ça coûte tel prix. Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'étape. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que si je vends du coaching et je commence à faire une promesse, je vais rendre le coaching beaucoup plus difficile derrière. Parce que je n'ai plus la flexibilité derrière d'ajuster l'objectif, parce que la personne a mis son argent sur l'objectif initial. Mais pour ceux qui coachent depuis un moment, vous savez qu'en général, l'objectif initial va changer entre le moment où elle commence avec vous et peut-être la 4e ou 5e séance. Et donc, est-ce que vous devez trouver une niche et une offre irrésistible? Je ne crois pas. Pourtant, c'est un mythe bien présent. Mythe numéro 5, je dois poster tous les jours sur les réseaux. Bon, pas m'étaler là-dessus. Mais il y a deux types de personnes sur les réseaux sociaux. Les gens qui suivent les règles de l'algorithme et les gens qui suivent leurs propres règles. Je fais partie de la deuxième partie. Je préfère que l'algorithme me pénalise. Je préfère communiquer quand j'en ai envie, quitte à ce que l'algorithme me pénalise et communiquer des choses qui ont vraiment du sens pour moi et qui me donnent de l'énergie, plutôt que de communiquer tous les jours. Et ça me dessert pas si mal. Ça me sert pas si mal, je veux dire. Mythe numéro 7, je dois facturer à étiquette, offrir du groupe ou je ne sais quel truc à la mode. La réalité, c'est que je pense qu'il y a autant de structures de business qu'il n'existe de coach. Parce que chaque coach a une hiérarchie de valeurs qui est unique et a naturellement envie de remplir ses journées de choses qui sont différentes. Certains ont envie d'avoir pas de one-on-one, certains ont envie d'avoir des one-on-one toutes les après-midi, certains ont envie d'avoir 2 jours de one-on-one dans la semaine, certains ont envie d'avoir des one-shots et supportent pas d'avoir des gens sur 3 mois, 6 mois. D'autres ont envie d'avoir 3 mois, 6 mois et on supporte pas les sessions one-shot. Certains ont envie d'enseigner, d'autres n'ont pas envie d'enseigner. Certains ont envie d'écrire des livres, d'autres n'ont pas envie d'écrire des livres. Bref, chaque coach a son modèle à lui. Il n'existe pas un meilleur modèle que les autres. Et si vous regardez tous les gens que vous admirez ou dont vous aimeriez avoir le business aujourd'hui, sont des gens qui se sont autorisés à créer leur propre modèle. Et ils sont devenus leaders de leur catégorie, et du coup, tout le monde essaie de copier leur modèle, mais ils sont devenus leaders pas parce qu'ils ont copié un modèle, mais parce qu'ils ont créé leur propre modèle à un moment donné. Captez ce que je veux dire?
Un exercice qui peut être hyper intéressant. On va pas le faire maintenant, mais vous pouvez le faire de votre côté si vous le souhaitez. C'est, vous prenez une feuille de papier et vous vous demandez, c'est quoi toutes les choses qu'il faut faire pour réussir dans le business? Et juste, vous ne mentalisez pas la question et vous laissez votre crayon dérouler. Et vous verrez toutes les injonctions qui vous empêchent d'accéder à votre propre voix intérieure. Certains, vous avez, je dois poster tous les jours, je dois faire ça, je dois parler des problèmes de mes clients, je dois... Toutes ces choses-là, qui fait qu'il y a tellement de bruit qui vient de l'extérieur que vous n'accédez pas plus à votre voix intérieure. Et naturellement, vous arrivez au dernier mythe, qui est l'idée que si vous procrastinez et que vous sabotez, c'est que vous avez un problème. Alors que, selon moi, toute procrastination et auto-sabotage est juste un feedback pour vous laisser savoir que vous vous demandez d'être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes vraiment. Voilà pour aujourd'hui, pour nos mythes. J'espère que vous avez pu retirer quelque chose de cette session. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce qui vous a parlé, si vous avez des questions, ce qui a résonné pour vous dans cette session. Je vous ai fait bugger sur les 6 et le 7 parce qu'en fait, je vous ai présenté le 7 avant le 6. Parce que je vous donne des étapes par étape, mais je change le nom des étapes. Pour pas... Yes. Retiens qu'on n'est pas obligé de faire une offre irrésistible avec un avant-après pour vendre du coaching. Et d'ailleurs, plus vous, plus vous ciblez des clients avancés, plus ça va, plus ça va plus ça va, entre guillemets, euh, créer de la résistance chez eux si vous leur vendez ça. En faisant ça, vous attirez, au plus est-ce que vous faites ça, vous vendez une offre irrésistible et l'avant-après et tout ça, au plus vous allez attirer des gens qui sont probablement déconnectés de leur raison d'être et qui vivent de façon plus primitive. Dans le sens où au plus est-ce que tu veux, au plus est-ce que tu vis de façon primitive, au plus est-ce que tu es attaché à ce qu'on te promette un résultat. Parce qu'il faut absolument que tu fuis ta situation que tu détestes aujourd'hui. Au plus vous avez des gens qui sont avancés, euh, qui sont épanouis et qui kiffent leur vie, au plus est-ce qu'ils ont envie de grandir, mais au moins est-ce qu'ils vont acheter l'idée d'un avant-après, puisqu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ne veulent pas ça. Personnellement, je préfère travailler avec des clients qui viennent en mode bonus. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec moi en mode bonus, ma vie elle est déjà trop cool. Et j'ai envie qu'elle soit encore plus cool que travailler avec quelqu'un qui arrive avec à chaque session en mode je viens, je viens, je viens. Est-ce que tu es sûr qu'on va y arriver? Est-ce que tu es sûr que je vais y arriver? Je sais pas vous, je préfère le premier type de client. Vous pouvez soit être quelqu'un de bien, soit être vous-même, pas les deux pour Rachel. Euh, Sandra, ce sont les injonctions de ma formation sur YouTube qui m'ont bloqué. Yes. Pascal, j'adore, je suis le leader de mon modèle. Je suis mes propres règles, quitte à ce que l'algorithme me pénalise. Je lisais un livre hier qui s'appelle The Denial of Death, le déni de la mort. C'est joyeux. J'adore ce genre de livre. Euh, Et c'est l'histoire d'un gars qui était
voilà, quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le sujet de la psychologie, de la sociologie. Je crois qu'il avait écrit peut-être une dizaine de livres avant ses 30 ans. Donc, le gars est assez brillant intellectuellement. Et à l'âge de 30 ans, on lui a annoncé qu'il avait un cancer et qu'il lui restait 2 mois à vivre. Et en fait, et il est vraiment mort au bout de 2 mois. Et en fait, dans ces 2 mois, il a écrit un livre qui s'appelle The Denial of Death, qui est en général assez intéressant de lire les pensées et la réflexion de quelqu'un qui est sur le point de mourir. Ça te donne en général une perspective sur la vie qui est intéressante. Et il expliquait que, selon lui, encore une fois, c'est son point de vue, mais il peut toujours être intéressant de le prendre en compte, euh, que le but de la vie, pour lui, c'est de créer des choses qui vont aller au-delà de ta vie. Et donc, créer des choses qui vont aller au-delà de ta vie, c'est créer un bouquin qui sera encore lu dans 50 ans, euh, créer, euh, créer un bouquin qui sera encore lu dans 50 ans, créer des relations et des enfants qui sont épanouis et qui continuent à se perpétuer pendant 50 ans. Bref, faire des choses qui vont aller au-delà de ta propre vie. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que jouer au jeu des algorithmes, c'est faire l'inverse. C'est chercher le pic, d'être le plus visible possible pendant les 2 jours qui suivent, mais d'avoir disparu parce que quand tu joues le jeu des algorithmes, bah, en fait, tu joues sur des trends, mais tu crées rien qui va rester. Puisque les algorithmes changent, les trends changent, et si vous voulez créer quelque chose qui a vraiment du sens, vous ne pouvez pas jouer avec le jeu des algorithmes. Ou en tout cas, pas complètement. Euh, Ah, ok. Ah, mince. Je vois. Ça va être chiant. Je vois le message d'Alma qui dit Régis, c'est toujours épinglé, on te voit pas. Et quand je dis que ça va être chiant, c'est que sur le replay, les gens vont avoir Régis pendant tout le truc. Du coup, euh, bon, on verra. Ok, tant pis. Et en plus, moi, je ne peux pas le désépingler. Je sais pas pourquoi. Bref. Euh, Super intéressant. Suivre sa voie personnelle et le chemin qui nous fera réussir. Camille. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais même pas s'il te fera réussir dans les standards de la société, mais c'est le seul qui a du sens. C'est le seul qui peut te remplir. Puisque tu es rempli lorsque tu poursuis tes valeurs les plus hautes et que tu remplis tes vides les plus profonds. Euh, Good. Bien sûr. Prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre, hein. Certaines choses sont justes, d'autres sont pour vous provoquer et changer votre pensée. Dans le sens où, quand je vois Sandrine, mon message doit être spécifique, mes parents me comprennent. Si parents me comprennent, c'est que je me banalise et que je me cache. C'est vrai pour certains, faux pour d'autres. Voilà. Euh, Letty, ce qui m'aide le plus, c'est le fait de voir ce que je juge et de voir que c'est le reflet de mes peurs. Et c'est ce qui me bloque dans mon avancée. Yes. Euh, Être libre de faire en fonction de ce que nous sommes et pas selon une règle globale pour Anne. Hmm. C'est une bonne question, Pascaline. Comment se démarquer? Sans offre précise, on n'arrête pas de me dire ça. J'ai plusieurs perspectives par rapport à ça. Euh, la première, c'est que se démarquer est peut-être pas obligatoire dans tous les business. Et qu'il y a plein d'endroits où faire les choses mieux que les autres suffit et vous n'avez pas besoin de vous démarquer. Vous avez juste besoin d'être meilleur, qui est une possibilité. Une autre perspective que je peux donner sur le démarquer sans offre précise,
Euh, je crois que quand tu fais ce que tu aimes et quand tu es dans ta zone de génie, tu te démarques naturellement sans même être capable de dire ce vis-à-vis de quoi tu te démarques. Parce que je ne me suis pas demandé avant ce challenge comment est-ce que je me démarque. Mais par le simple fait de passer 4 jours à partager ma pensée et à partager ce que je crois et ce que je perçois, je me démarque, mais je ne me démarque pas moi. Je me démarque à vos yeux. Et tu ne sauras jamais comment est-ce que tu te démarques. C'est tes clients qui définiront si tu es différent ou si tu n'es pas différent. Mais en écoutant qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, et en le faisant, tu te démarques naturellement, mais pas par une pression de je dois me démarquer, mais parce que naturellement, tu n'as pas la même façon de voir les choses que les autres. Tu n'as pas les mêmes talents. Tu n'abordes pas les choses du même angle. Et il y a un paradoxe qui est qu'en voulant me démarquer, je vais avoir tendance à filtrer tout ce que j'ai à dire sur est-ce que ça c'est démarquant? Et du coup, créer énormément de résistance et de pression autour du fait de me démarquer, ce qui fait que je ne me démarque pas. Et le paradoxe, c'est que en lâchant l'idée que j'ai besoin de me démarquer, je vais m'autoriser à m'exprimer probablement librement. Et en m'exprimant librement, je me démarque naturellement puisque je ne suis pas la même personne que les autres. Et je n'ai pas le même regard et la même perspective et les mêmes expériences et les mêmes histoires. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle cette idée? Yes? Ok. Um, good. Ok. Ok. Good. Très bien. On a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous percevez que ça a été une utilisation correcte de votre temps. On se retrouve demain à 11 h. Et je vous dis à demain. Salut à tous.